Grazie, sono italiano ma parlerò in francese perché è la mia lingua di lavoro, diciamo, lingua intellettuale. Vorrei aprire... Ecco, perfetto. Come si mette la vista, non so. La vista. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Alors, je vais parler donc d'art et de cet artiste que vous connaissez probablement, Donald Judd, artiste américain, né au Missouri en 1928 et mort à New York en 1994, donc assez jeune. Il a vécu à New York pendant les années 50 et 60 et a été un des protagonistes majeurs de la vie artistique new-yorkaise des années 60. Il a ensuite vécu entre New York, qui est devenu invivable aux années 70, comme on le sait, et les Texas. À partir de 1962, Judd a toujours produit, a toujours produit des œuvres tridimensionnelles, disons des sculptures, qu'on peut définir des sculptures abstraites et géométriques. Et comme d'autres artistes américains des années 60, notamment Tony Smith et Robert Morris, ont produit eux aussi de la sculpture abstraite et géométrisante, donc stylistiquement et extérieurement proche de celle de Judd. Tous ces artistes, Judd, Morris, Smith et d'autres, ont été regroupés par la critique sous l'étiquette de minimal art ou minimal sculpture, sculpture minimaliste ou minimale. Étiquette franchement très peu justifiée, mais encore aujourd'hui très répandue et qu'il faut donc retenir, qu'il faudra utiliser. Je veux signaler que j'ai pu faire ce travail grâce à l'excellente édition très récente, 2016, des écrits de Judd, qui a été faite par la Judd Foundation, la fondation qui est gérée essentiellement par ses enfants et qui s'occupe des œuvres de Judd. Alors donc j'ai intitulé mon intervention de manière assez simple et illustrative Donald Judd, moderne, postmoderne. J'ai donc expliqué pourquoi, en commençant par les mots postmoderne. Alors postmoderne a une signification bien que vague dans l'art et dans la critique d'art. Les critiques et théoriciens, notamment, c'est les cas des critiques et théoriciens qui se rassemblaient autour de la revue Octobre, fondée en 1976 par la critique d'art Rosalind Krauss et la critique de cinéma Annette Michelson. Ces critiques, ces théoriciens ont eu recours de manière non systématique au mot postmoderne pour indiquer la culture essentiellement artistique et plus généralement la culture des années 70 et 80. En 83, Hal Foster, rédacteur de October, lui aussi, a dirigé un livre collectif, The Anti-Aesthetic Essays on Postmodern Culture. Et dans la présentation du livre, Foster reprend l'idée de Lyotard de la fin des grands récits pour réunir les thèses des auteurs du livre. Rosalind Krauss, ça fait très allemand, prononcé à la française, Krauss, dans son texte pour cet ouvrage, qui reprend un article de 1979, l'année de la condition postmoderne de Jean-François Lyotard, Krauss conteste l'idée selon laquelle la sculpture des années 60, dont notamment celle de Judd, serait une reprise des avant-gardes historiques. Vous avez à gauche un petit morceau du texte de Krauss et à droite une œuvre de Judd. Et Krauss, elle dit, et je ne vais pas lire ou commenter les textes parce que je pense que ça prendrait trop de temps. Krauss conteste l'idée de la critique des années, assez répandue dans la critique des années 60, selon laquelle la sculpture disons minimalistes reprenait essentiellement le constructivisme russe. Elle pense, quand elle dit que l'utilisation des matériaux chez les Russes est un signe de l'intellect, alors que chez Judd, elle cite justement Judd, elle dit son plastic tinged with Daedalus
Plastic tinged with day glow spoke the hip patois of California. Excusez-moi, mon anglais c'est pas aussi fluide que mon français. C'est-à-dire le plastique, qui est l'un des matériaux utilisés par Judd, en réalité, le plastique coloré avec des couleurs fluo, parlait le jargon à la page de la Californie. Je ne peux pas expliquer la référence à la Californie, qui a un sens, ça semble apparemment déplacé, mais ça a un sens. Mais ce que vous voyez, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que donc, selon Krauss, l'œuvre des sculpteurs américains des années 60, et de Judd spécialement, marque une rupture historique, une discontinuité par rapport aux avant-gardes. Pour nommer cette rupture, Krauss nomme la minimal sculpture comme post-moderne. Il utilise exactement ce mot, par opposition au modernisme, mot très utilisé aux États-Unis, auquel appartiendraient les constructivistes modernes, minimalisme post-moderne. Or, il s'agit là d'une terminologie polémique, celle de Krauss, envers toute une tradition critique américaine très importante, qui remonte essentiellement à Alfred Barr, 1902-1981, premier directeur du Museum of Modern Art de New York, de 29 à 43. Ça, c'est une image que je ne vais pas commenter, mais qui est très connue d'un schéma. Ça vous donne l'idée de la conception que Barr avait de l'histoire de l'art moderne, et c'est un schéma qu'il avait créé pour un catalogue d'exposition. Schéma des influences entre le mouvement des avant-gardes. À travers les expositions du MoMA, Museum of Modern Art de New York, Barr a fortement promu les avant-gardes artistiques européennes en les désignant globalement sous les termes de modernisme, et en les considérant comme l'accomplissement de l'histoire de l'art précédente. Les idées de Barr ont été déterminantes pour le New-Yorkais Clement Greenberg, qui a été évoqué, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, 1909-1994, l'un des critiques les plus influents des années 50, grand défenseur des peintres qu'il appelait lui-même expressionnistes abstraits, expression de Barr justement, et peintres qui sont pour Greenberg qui représentent l'accomplissement le plus avancé du modernisme. Rosalind Krauss fut, au cours des années 60, très proche de Greenberg et donc du modernisme. Ensuite, leur jugement divergent sur la minimal sculpture fut l'une des raisons de leur éloignement. Krauss et sa revue October ont beaucoup contribué à répandre la méfiance envers le modernisme, la volonté d'interpréter les œuvres en discontinuité avec le passé et en continuité avec la culture qui leur est contemporaine. C'est ce que fait Krauss dans les passages que j'ai montrés tout à l'heure. Et ils ont aussi contribué à répandre plusieurs lieux communs du postmodernisme, le déclin des grands récits, le refus modéré de l'objectivité et de l'univocité, la perte de l'innocence, tous des thèmes qu'on retrouve chez Lyotard et chez Umberto Eco, par exemple. Or, ce n'est pas un hasard si Judd joue un rôle involontaire dans l'affirmation de cette critique postmoderne. En 1965, Judd avait publié un article rédigé un an avant, 1964, intitulé Specific Objects, qui deviendra presque involontairement toujours, deviendra un manifeste de l'activité artistique américaine de ces années-là. Judd remarquait, Judd remarquait dans ce texte que les œuvres d'art des dernières années, de la fin des années 50, début des années 60, avaient brouillé la distinction entre peinture et sculpture. C'est pourquoi Judd les appelle des objets spécifiques, ni peinture ni sculpture. Et je vous présente entre 1000 images qu'on pourrait choisir, une image de Rauschenberg, qui justement en 1964, qui est l'année de rédaction de ce texte de Judd, remportait les prix de la Biennale de Venise, et avait comme ça sa consécration en Europe. Or, l'article de Krauss, auquel je fais référence, se base sur cette idée de Judd, c'est-à-dire que les œuvres tridimensionnelles des années 60 représentent quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la catégorie classique de la sculpture.
Judd, il ne cite pas ses propres œuvres comme exemple d'objets spécifiques dans ce texte, mais c'est dans sa propre pratique artistique qu'il trouve l'idée d'objet spécifique. Donc, comment en était-il arrivé à cette idée d'objet spécifique? Avant d'écrire les œuvres tridimensionnelles qui l'ont rendu célèbre, Judd avait été un critique d'art et un peintre. La peinture de Judd était inspirée en premier lieu, ça c'est Pollock, en premier lieu par les expressionnistes abstraits, déjà évoqués, les peintres défendus par Clement Greenberg. Le principal de ces peintres est Jackson Pollock, très admiré par Judd. Selon Judd, avant les Drip Paintings, c'est-à-dire des œuvres comme celle-ci, de Pollock, les Drip Paintings de Pollock commencent en 1946, donc avant 1946, selon Judd, les tableaux, la peinture en général, avaient été articulés en parties bien distinguées. La construction du tableau était basée sur cette articulation et une organisation asymétrique et hiérarchique qui crée une illusion perceptive des profondeurs spatiales. Chez Pollock, l'illusion spatiale ne disparaît pas, mais devient faible et ambiguë. C'est un shallow space, dit Judd, un espace profond, un espace superficiel. Shallow, ce mot peut-être intraduisible en français comme en italien, mais qui signifie peu profond. La différenciation interne du tableau, qui caractériserait la peinture classique, est ici bouleversée. Pollock traite toute la surface du tableau en sommant de petites unités de manière tellement dense et homogène que les tableaux peuvent apparaître presque comme un chaos, muddy, boueux, comme le disaient les critiques des années 40. Mais la peinture gagne par là une unité très forte qui met en évidence le rectangle qu'est le tableau au détriment de son articulation interne, la surface au détriment de l'effet d'espace, les couleurs au détriment des formes et des volumes. Ces idées de Judd ne sont pas très différentes de celles de Greenberg, qui définissait cette manière de traiter les tableaux all-over painting. Dans ses premiers tableaux, Judd travaille donc sur les tableaux en tant que surface unitaire. Ça, c'est pas du all-over painting, strictement. On retrouve, je passe la description formelle du tableau parce que je pense qu'on n'a pas le temps. Mais je vais directement. Alors, ce que Judd reprend ici de Pollock, l'essentiel, c'est la structure spatiale. Dans le tableau de Judd, il y a une forte pression vers les bords qui exalte, comme chez Pollock, le rectangle du tableau plutôt que son espace intérieur. Dans un texte de 58 sur l'art précolombien, Judd appelle ça le mouvement latéral de la forme, cette expansion vers l'extérieur. Le tableau de Pollock que j'ai montré, il fait 5 mètres de largeur. La forme que Pollock invente comporte une tendance à la grande échelle, scale, en anglais, scale, qui ne coïncide pas avec la size, avec la dimension. Plus le tableau perd son ancien statut d'image, plus il tend à se projeter vers l'espace ambiant et les spectateurs. Cette implication entre unité indifférenciée et grande échelle est encore plus prononcée chez un peintre avec lequel Judd a plus d'affinité intime qu'avec Pollock, c'est Barnett Newman. Chez Newman, l'unité et la latéralité, l'expansion vers l'extérieur du tableau, ne sont pas construites par petites unités, comme chez Pollock, mais par l'étalage d'une couleur souvent forte et expansive. Newman ne voulait pas que ces tableaux soient contemplés de loin, comme une image. Il voulait que les spectateurs s'en rapprochent au point de ne plus percevoir l'ensemble d'un coup. Or, c'était exactement ce qui se passe aussi dans l'architecture. On ne perçoit pas l'ensemble d'un coup, ce n'est pas une image. La toile chez Newman se fait espace. Et il y a probablement une influence de Newman, mais aussi de Matisse et de Fernand Léger, dans l'utilisation du rouge dans ces tableaux de Judd des années 60-61. Je vais plus vite que j'avais prévu. Entre 61 et 62, Judd commence à introduire dans ses peintures la tridimensionnalité, comme dans cette œuvre, qu'on appelle plaisamment mailbox. Il s'agit d'imposer la sensation de l'objet sur la perception de l'image. Le pas suivant, pour Judd, c'est de rompre définitivement la relation entre le tableau
et les murs et poser l'œuvre directement au sol. L'œuvre n'est plus un tableau, ni un relief, il ne se laisse pas interpréter comme une image ou comme une figure, même pas comme une figure anthropomorphe, c'est juste un objet. Mais cet objet a une nouvelle relation avec l'espace. Il ne sépare pas un espace extérieur réel d'un espace intérieur imaginaire. C'est pourquoi il n'y a pas de piédestal. Je passe là aussi, désolé, le commentaire formel. Et la nouvelle relation entre l'œuvre et l'espace, elle n'a qu'à être transférée sur le mur pour changer totalement les statuts de la peinture. Et c'est par là qu'on arrive aux stacks, c'est ce qu'on appelle comme ça, ces œuvres auxquelles pense sans doute Krauss quand elle parle de la postmodernité de Judd. Dans un texte sur la sculpture de 66, Robert Morris, déjà évoqué, qui est mort récemment, artiste qui a joué avec l'idée de postmodernisme un peu, Morris insistait, même si dans un langage très différent de celui de Judd, sur le même thème de la latéralité, de la relation avec l'espace, et parlait de publicness de la nouvelle sculpture. Et là, il y a une image d'une exposition très connue, pas nécessairement bonne, parce que Judd la détestait, mais dans laquelle Judd et Morris ont été exposés ensemble et qui a beaucoup contribué à cette idée courante de minimal sculpture, minimal art. Or, cette publicness, cette dimension publique, cette dimension d'ouverture publique de la sculpture s'oriente chez Morris, à mon avis, dans un sens que je définirais théâtral, alors que chez Judd, au contraire, elle va décidément vers l'architecture. Même si pour Judd, l'art et l'architecture restent et doivent rester absolument deux choses distinguées et différentes. Judd invente ce qu'il appelle lui-même installation, un terme très utilisé, pas toujours à propos, encore aujourd'hui. Et ça, c'est une image des vastes installations qu'il a aménagées lui-même, de ses propres œuvres ainsi que d'autres artistes, entre 1973 et 1994, dans ses propriétés au Texas. Les premières observations de Judd sur l'architecture remontent à un texte de 1964, où Judd remarquait l'élégance souvent authentique, mais encore plus souvent inutile de l'architecture américaine moderniste, inspirée entre autres de Le Corbusier et de Mies van der Rohe. Alors, comme il me reste 4 minutes, je passe sur... ce que je veux dire, je vous dis vraiment en 2 mots, c'est-à-dire que l'architecture postmoderne, et qui s'est définie elle-même comme ça, dont Philip Johnson est un exemple typique, n'est rien d'autre qu'une transformation autogénérée de l'architecture moderniste, parce que Johnson, c'est le représentant du modernisme aux États-Unis, après il devient représentant du postmodernisme. Et Judd, il s'en prend assez violemment aux architectures de Johnson. Un autre architecte que Judd n'aime pas, c'est Robert Venturi, dont les livres Complexity and Contradiction in Architecture, 1966, est un manifeste d'architecture postmoderne. Les livres de Venturi rapprochent l'architecture de l'art et de la littérature et dévaluent la notion de fonction au profit d'une conception artistique, esthétique et communicative de l'architecture comme libre jeu formel et symbolique, au-dessus des contraintes structurelles et fonctionnelles. Pour Judd, Venturi et Johnson, les architectes postmodernes par excellence, ont en commun l'utilisation désinvolte des formes comme symboles sociaux. Ça, c'est un peu plus obscur sans l'explication de la vente, mais c'est pas grave. Johnson évoque l'architecture sacrée de l'Europe médiévale parce que les chairmen des banques et des assurances qui lui commandent les gratte-ciels aiment ça et parce que ça en impose. Judd appelle ça du réalisme capitaliste. Là, vous avez un cas, c'est purement visuel. Je ne fais pas de commentaires. D'architecture postmoderne très classique. Judd, il appelle ça cut-out pop-up classicisme. C'est le classicisme à silhouette de livre animé. Ça, c'est quand même assez plaisant, parce que Judd, il faisait de l'architecture abstraite, mais ça, c'est une affiche pour une expo.
Les arguments de Judd contre l'architecture postmoderne, j'aime mieux de voir ça maintenant que je dis ça, peuvent se résumer dans cette question du symbolisme architectural. Des bâtiments immenses, incroyablement chers et absolument inutiles sont construits pour gratifier les mauvais goûts de nouveaux riches qui ne distinguent pas les bâtiments des maquettes. Et on en a un exemple très récent dans les gratte-ciel Lisa Soro du cabinet des Hadid cette année. Le but de ces bâtiments est de représenter les statuts sociaux des commanditaires. C'est Judd qui dit ça. Ces points-là, au prix de rendre moins compréhensible mon intervention, je passe directement à la fin, parce que je pense qu'on a plus de temps. Les théoriciens les plus acharnés du postmoderne en architecture et en général, l'américain Charles Jenks, a écrit une page très célèbre sur la démolition de l'immense complexe d'habitation, soi-disant moderniste, de Fruit Higo, devenu inhabitable au bout de moins de 20 ans. C'est une histoire très connue aux États-Unis. Et il y a cette phrase très connue, il dit que l'architecture moderne est morte quand on a démoli ça. Ce propos de Jenks est loin d'avoir épuisé son efficace, puisqu'il a été vivement relancé en 2017 dans un livre de succès par l'architecte Rainier de Graaf du cabinet de Rem Koolhaas, qui venait juste de transformer un centre commercial en bâtiment de la Renaissance vénitienne. On a vu, pourtant, on l'a pas vraiment vu, bon, les gars de Johnson démontrent que la soi-disant architecture moderniste s'est transformée toute seule en architecture postmoderniste. Lyotard a parlé de la fin des grands récits. Mais que fait-il Jenks en disant qu'un coup de dynamite a posé fin au modernisme, sinon monter un autre grand récit où Wright, Le Corbusier et Mies van der Rohe sont entassés dans une seule grande catégorie, supplantés par une autre grande catégorie, les postmodernes, à la faveur d'un coup de grâce final par la dynamite. Donald Judd aura opposé au grand récit postmoderne non pas un autre récit, grand ou petit, mais un nominalisme rigoureux que vous n'allez pas connaître, parce que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. L'argument historique, il y a une sorte de philosophie de l'histoire chez Judd que on aura peut-être l'occasion d'illustrer très brièvement pendant la discussion. Merci.